lithosphère, asténosphère. Que représentent ces deux mots en relation avec la structure du globe? Lithosphère, asténosphère. Ce seront deux mots à retenir et nous allons essayer de définir ces deux termes. Certaines observations sismiques dans la zone supérieure du globe montrent que la seule séparation, entre la croûte et les manteaux est insuffisante. Croûte, manteau. Rappelons que concernant la structure du globe, il y a trois grandes structures, trois grands découpages sphériques. Donc vous avez la Terre en surface, et puis lorsque vous allez en profondeur, à une certaine profondeur, vous avez la croûte. Donc de la surface jusqu'à une certaine profondeur, vous avez une croûte. Et vous imaginez une couche qui englobe toute la surface de la Terre et qui forme la croûte terrestre. C'est une toute petite épaisseur qui forme une sphère de quelques dizaines de kilomètres. Et puis en dessous, il y a le manteau qui forme elle-même une couche avec une certaine épaisseur. Et ensuite, il y a le noyau. Donc globalement, il y a trois couches, croûte, manteau, noyau. Mais on avait défini donc cette différence entre croûte et manteau, donc croûte océanique ou croûte continentale, et puis le manteau. Bon, donc on avait vu qu'il y avait une séparation entre la croûte et le manteau. Donc c'était les ondes sismiques qui nous avaient permis de définir cette limite, cette discontinuité majeure que l'on appelait le MOHO, M-O-H-O. Donc, je vous disais, certaines observations sismiques dans la zone supérieure du globe terrestre montrent que la seule séparation croûte-manteau est insuffisante. Voilà. Ça veut dire simplement qu'il faut affiner un petit peu ce que les ondes sismiques vont nous apporter comme information à l'avantage de la connaissance d'une meilleure structure du globe terrestre, du moins dans la partie supérieure. Partie inférieure, on verra en détail un petit peu plus tard. Quoi qu'on ait déjà vu, on a déjà vu les discontinuités profondes qui étaient à 2900 km et puis à peu près 5100 km. Bon. Donc 2900 qui séparait le manteau du noyau externe qui était liquide, et ensuite on avait 5100 km à peu près, donc la séparation entre le noyau externe et le noyau interne que l'on appelait la graine. Et entre les deux, il y a une discontinuité. Donc autrement dit, on avait vu trois discontinuités majeures, le MOHO, la discontinuité qui était à 2900 km et la discontinuité qui était à 5100 km. Bon. Donc, mais là, on va se situer plutôt dans la partie supérieure. Donc croûte, manteau, mais manteau dans la partie supérieure. Donc nous allons essayer de compléter ce modèle que nous avons commencé à mettre en place, et nous verrons qu'il y a une zone rigide qui sera située sous une zone moins rigide. Cette zone rigide, on l'appellera la lithosphère, et la zone moins rigide, on l'appellera l'asténosphère. Et on verra que dans cette zone rigide lithosphérique, il y a un peu de la croûte et un peu du manteau. Et en dessous de ce un peu de manteau, il y aura un peu, toujours de ce manteau, mais qui aura une moindre vitesse, dans laquelle il y aura une moindre vitesse des ondes sismiques, sous-entendu qu'il y aura une zone qui sera moins rigide, plus ductile en fait. Puisque souvenez-vous que les ondes, elles ralentissent lorsque la densité diminue et elles accélèrent lorsque la densité augmente. Et on verra que au niveau de l'asténosphère, il y a bien une diminution de la vitesse par rapport à cette vitesse qui serait mesurée dans la lithosphère, et nous verrons que la lithosphère sera rigide et l'asténosphère est moins rigide. Mais c'est encore une fois l'outil onde sismique qui va nous permettre de déterminer cette structure de manière plus fine, plus détaillée. Alors, comment caractériser la lithosphère et l'asténosphère à l'aide
de cet outil que représentent les ondes sismiques. Vous voyez que les séismes, ça peut être dangereux parce que ça fait des dégâts, mais les séismes aussi sont des outils très précieux pour déduire en profondeur, selon la vitesse des ondes sismiques, selon la propagation ou pas d'ondes sismiques, eh bien de déterminer la structure du globe. Alors l'analyse, encore une fois, des ondes sismiques sous les continents et sous les océans révèle une zone de faible vitesse, alors que l'on s'attend à une augmentation de vitesse. C'est étrange, non? Pourquoi je dis ça? On avait vu que entre la croûte et le manteau, il y a une discontinuité qu'on appelle le MOO. Dans la croûte, imaginons la croûte continentale. Il y a des roches que l'on appelle le granit, qui correspondent, et dans ce granit, les ondes ont une certaine vitesse, peu importe la valeur. Et lorsque cette onde, on va dire les ondes P, admettons, mais ça peut être les ondes S, franchissent le MOO, elles accélèrent brusquement. Pourquoi? Parce que après le MOO, il y a le manteau, et dans ce manteau, il y a une autre roche, donc ce n'est plus le granit, et cette autre roche s'appelle péridotite, et sa densité est plus importante que la densité du granit. Or, comme les ondes accélèrent lorsque la densité augmente, eh bien, on en déduit, puisque les ondes augmentent après le MOO, augmentent en vitesse, on en déduit qu'ils sont passés du granit à la péridotite, donc de la croûte continentale à la croûte, au manteau, donc au manteau. Donc on verra, c'est la partie supérieure du manteau supérieur. Et une valeur bien précise de ces vitesses nous permet de déduire que c'est de la péridotite et que c'est du granit. Voilà. Donc on voit là que dans cette partie rigide, les ondes accélèrent jusqu'à une certaine profondeur. Et ensuite, on va voir que ces ondes décélèrent à partir d'une certaine profondeur. Et alors là, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est étrange, non? C'est un problème, puisqu'on devrait avoir des densités qui augmentent à mesure que l'on s'enfonce dans le globe terrestre, comme on l'avait démontré dans un autre cours. Donc c'est bizarre. Donc on en déduit que puisque la vitesse diminue, et on verra qu'elle diminue dans une même roche, en fait, eh bien ça veut dire tout simplement qu'il y a une moindre densité, ou autrement dit qu'il y a une densité qui diminue du fait d'un réchauffement, allez, on va dire excessif par rapport à ce qui est un petit peu au-dessus, d'où une espèce de fonte, entre guillemets, de cette péridotite, qui fait que les ondes vont aller moins vite. Mais ensuite, un petit peu plus bas encore, elles vont réaccélérer. Bon. Donc on travaille dans cette zone-là de rigidité, puis de moindre rigidité. Rigidité, on dira la lithosphère, moindre rigidité, on dira asténosphère, mais on dira que cette zone de moindre rigidité s'appelle la LVZ, Low Velocity Zone. Autrement dit, une zone de moindre vélocité ou rapidité ou déplacement des ondes sismiques. Bon, vous voyez un petit peu le contexte global. Alors, on peut quand même se poser la question, évidemment, quelle est cette zone de faible vitesse? Voilà. Alors, on va essayer de détailler ce qui ne va pas être simple. Alors, je vous conseille de prendre devant vous une représentation sous forme de graphique représentant eh bien, la vitesse des ondes sismiques en kilomètres par seconde en fonction. Alors, c'est plutôt la profondeur en fonction de la vitesse ou la vitesse en fonction de la profondeur. Parce qu'en fait, c'est un peu spécial parce qu'on va avoir. Vous devez avoir sur l'horizontale, en fait, vous devez avoir, qui est censé représenter l'axe des abscisses, évidemment. Donc vous êtes censé avoir la vitesse en kilomètres par seconde, et puis vers la profondeur, eh bien bon, évidemment,
les ordonnées. Hein. Enfin, vers la verticale, je veux dire, vous avez la profondeur. Donc, mais comme on va vers les profondeurs, évidemment, les valeurs vont être négatives par rapport à la profondeur. Mais bon, ça veut dire que si vous considérez le niveau de l'eau, tout ce qui est au-dessus est une valeur positive. Je suis à plus 1 mètre, plus 2 mètres, etc. Mais si à partir du niveau de l'eau, je vais à moins 1 mètre, moins 2 mètres, évidemment, les valeurs sont négatives. On va vers la profondeur. Bon, bref. Là, on va vers les profondeurs de la Terre. Bon. Donc, vous faites la profondeur en fonction de la vitesse. Vous avez compris ce que je vais vous dire. Donc, mettez-vous. Donc, prenez devant vous, trouvez sur Internet, n'importe où, dans votre manuel scolaire, donc ce graphe, et puis essayez de suivre avec moi le raisonnement que je vais vous donner, mais c'est pas forcément simple, parce que bon. Alors, on y va. Alors, on va commencer sous les continents. Donc, ça y est, vous avez votre graphique devant vous, sous les continents, et puis vous avez gardé à côté de vous aussi le graphique sous les océans. Alors, au niveau des fonds océaniques, évidemment. Hein, bon. Alors, sous les lorsque ça concerne sous les océans, évidemment. Maintenant, sous les continents, que se passe-t-il? Alors, de 0 à 30 km. Alors, je ne vais pas aller trop vite, hein, pour vous ayez le temps de noter. Vous avez la croûte continentale. Et la vitesse des ondes dans cette croûte continentale est d'à peu près, alors vitesse des ondes P, hein, on ne s'occupe pas des ondes S, mais c'est un peu le même principe, sauf qu'elles vont un petit peu moins vite que les ondes P. Bon. On raisonne sur les ondes P, donc VP. Donc VP, dans le granit, donc dans la croûte continentale, est de 6,6 km par seconde. Donc entre 0 et 30 km. Hein. À 30 km de profondeur, vous savez que vous avez le MO, c'est-à-dire la séparation entre la croûte et le manteau, donc entre le granit et la péridotite. Eh bien, au niveau, lorsque l'onde P traverse le MO, VP accélère. Donc la vitesse des ondes P accélère. Et l'accélération se fait de 30 à 120 km, on a une vitesse P de 8 km par seconde qui est constante. Donc ça veut dire que simplement de 30 à 120 km, on a toujours la péridotite et sa densité est constante. Il n'y a pas d'augmentation de densité, puisque la vitesse est toujours de 8 km par seconde. Donc si la densité est augmentée, la vitesse augmenterait également. Or là, ce n'est pas le cas. Donc on déduit que jusqu'à... Alors, c'est à peu près, je vous donne des valeurs à peu près, hein, ça dépend des graphiques que vous avez. Moi, d'après mon graphique, c'est à peu près ces valeurs de 30 km à 120 km. VP est de 8 km par seconde, de manière constante. Ensuite, lorsque vous arrivez à 120 km, VP ralentit pour une même roche. Alors ça, vous devez l'admettre. Admettre ce que je vous dis. VP ralentit jusqu'à environ 175 km. Ça veut dire qu'on n'a plus 8 km par seconde, mais on a une diminution assez conséquente de la vitesse. Donc on passe de 8 à, allez, on va dire 7 à peu près. Donc vous voyez bien que pour une même roche, ça veut dire qu'à partir de 120 km, on a, pour une même roche, donc une espèce de fusion, entre guillemets. Alors, ce n'est pas une fusion liquide, évidemment, mais une moindre viscosité. La viscosité diminue, puisque la vitesse des ondes P diminue, et que c'est la même roche. C'est obligé qu'il y ait une densité qui soit moins importante. Donc, dans cette zone, il y a une espèce de réchauffement. On ne va pas expliquer pourquoi pour l'instant. Donc je répète qu'à 120 km, VP ralentit jusqu'à à peu près 175 km. Donc passant de 8 à 7 km par seconde. Puis,
à partir de 175 km, VP va réaccélérer jusqu'à atteindre la vitesse de 8 km par seconde à 200 km de profondeur. Donc, ça veut dire que puisque VP ralentit jusqu'à 175, donc entre 120 et 175, on a bien une zone, et cette zone, enfin qui de moindre densité, qu'on appellera la LVZ, Low Velocity Zone, et qui correspondra en fait à la sténosphère. Vous avez compris? Ensuite, donc on a dit, on réobtient ces 8 km par seconde, arrivé à 200 km de profondeur. Et puis, de 200 à 300 km, eh bien, VP va réaccélérer, enfin, continue d'accélérer, en fait, puisqu'elle avait commencé à réaccélérer. Donc, continue à accélérer, passant de 8 à 9 km par seconde, donc jusqu'à 300 km à peu près. Et puis en dessous, pour aujourd'hui, on ne s'en occupe pas. Donc là, vous voyez, on va jusqu'à 300 km de profondeur. Et on s'arrête au niveau de ce raisonnement. Alors, comment est-ce qu'on peut interpréter ces résultats? Alors, je vous en ai parlé un petit peu au fur et à mesure que j'expliquais. Eh bien, à peu près de 0 à 120 km, alors essayez d'anticiper ce que je vais dire. Que se passe-t-il de 0 à 120 km? Est-ce que la structure est rigide ou non? Eh bien oui, la structure est rigide. De 120 à 200 km, est-ce que la structure est rigide? Eh bien non, vous avez une zone de faible vitesse que l'on appelle la LVZ, puisque les ondes ont ralenti. Donc là, vous avez bien mis en évidence une structure rigide que l'on appelle la lithosphère. Alors dans ce cas-là, c'est la lithosphère continentale. Et vous avez mis en évidence aussi la LVZ. Et au niveau de cette LVZ, c'est la structure que l'on appelle asténosphère. Vous avez compris? Bon. Alors, après, si on veut raisonner sous les océans, c'est le même principe. Sauf que l'on est sous les océans et que les valeurs de profondeur ne seront pas les mêmes. Alors, si on regarde sous les océans, alors on fait la même chose en fait, mais sous les océans. Donc sous les océans, vous êtes prêts? Alors de 0 à 10 km à peu près, parce qu'on avait dit que l'épaisseur de la croûte océanique était à peu près de 7 à 10 km. Bon, pour faciliter les choses, on va prendre une valeur de 10 km. Ça veut dire qu'à 10 km, on a le MOO, puis ensuite on a le manteau. Donc, on a de 0 à 10 km, on a la croûte océanique, constituée par, alors au-dessus on a du basalte, et en dessous on a du gabbro. Donc, ça veut dire que, au niveau du MOO, donc à 10 km de profondeur, VP va accélérer. Pourquoi? Parce qu'on passe du gabbro à la péridotite. Et le gabbro a la densité du gabbro est moins importante que celle de la péridotite. La péridotite, on a toujours une certaine densité qui correspond à une vitesse VP toujours de 8 km par seconde. Donc, de 0 à 10 km, enfin, ou plutôt donc de 0 à 10 km, donc VP est à peu près, alors à peu près encore une fois de 6 km par seconde, mais c'est dans le gabbro. Bon, je ne vais pas trop vous embrouiller avec les valeurs.
Donc à 10 km, vous avez le mot haut et la vitesse P va accélérer. La vitesse des ondes P va accélérer. De 10 à 90 km à peu près, on a Vp constante à 8 km par seconde. Vous voyez, tout à l'heure, on avait de 30 à 120 km pour la croûte, enfin du côté donc sous les continents en fait. Et là, on a de 30 à 80, de 10 à 90. Donc, c'est un petit peu moins épais, évidemment. La croûte est un petit peu moins épaisse. Et la partie rigide est un petit peu moins épaisse. Tout à l'heure, on avait jusqu'à 120 km et là, on a jusqu'à 90 km. Donc, à 90 km, Vp va ralentir jusqu'à à peu près 190 km. Puis va réaccélérer jusqu'à 8 km par seconde pour atteindre une vitesse un peu plus importante vers les... Alors tout à l'heure on avait dit 200 km de profondeur, là on dit à peu près 240 km. Donc de 240 à 300, la vitesse va réaccélérer pour passer de 8 à 9 km par seconde à peu près. Donc ça veut dire que si on interprète, en fait, on voit que de 0 à 90 km, on a une structure qui est rigide, que l'on appellera lithosphère océanique, et de 90 à 240, on aura une zone de moindre vitesse, de faible vitesse, qu'on appellera la LVZ, et on aura dans cette zone-là ce que l'on appelle la sténosphère. Bon, vous voyez, autrement dit, donc on a bien mis en évidence d'une part la croûte, le manteau, le noyau. D'autre part, la croûte avec une partie rigide du manteau. Et ces deux ensembles constituent la lithosphère, soit continentale, soit océanique. Et en dessous de la lithosphère, il y a une zone de moindre vitesse, une zone plus ductile, c'est-à-dire davantage fondue. La viscosité est moins importante. Et cette zone s'appellera asténosphère. Et là, vous ressentez déjà, vous commencez déjà à comprendre que cette structure qui est rigide en surface va se déplacer sous une structure qui est moins rigide. Voilà. Donc ça veut dire le solide, lithosphère solide, se déplace sur l'asténosphère qui est moins solide. Et c'est là tout le secret, entre guillemets, du déplacement, quand on dit déplacement des continents. Bien, déplacement des continents, oui, mais déplacement des continents, sous-entendu déplacement des plaques lithosphériques. Il y a 12, 13 plaques lithosphériques à la surface de la Terre qui sont imbriquées les unes dans les autres, et par le jeu des forces des déplacements, vous avez formation de montagnes, zones de subduction que l'on verra dans un autre cours, etc. Donc vous avez des affrontements, des glissements, etc. Et dans toutes ces zones de tension, en fait, à cause du déplacement de ces plaques lithosphériques sur la sténosphère, eh bien vous avez par endroits des séismes, par endroits du volcanisme, etc. Parce que si vous confrontez deux plaques, vous pouvez avoir une chaîne de montagnes qui va se former, mais vous pouvez avoir aussi une plaque qui passe sous une autre. Vous pouvez avoir aussi une zone de divergence, donc de différence, enfin d'écartement, donc d'une diminution de la pression en profondeur qui va faire que le matériel va augmenter, va venir en surface plutôt, et provoquer un volcanisme. Bon, il y a plein de choses à comprendre, à essayer d'imaginer, faire des hypothèses sur ces déplacements, etc., que nous allons interpréter, enfin étudier de manière plus détaillée dans les cours suivants. Alors, donc si on résume un petit peu concernant les profondeurs lithosphère, asténosphère sous les océans et sous les continents. Alors commençons sous les continents. On va dire de 0 à 100, 120 km à peu près. Donc de 0 à 120.
à peu près, on a bien la structure rigide. Donc c'est la lithosphère continentale. Et puis à peu près de 120 à 200, on a une moindre vitesse, donc une zone moins rigide, et c'est bien l'asténosphère. C'est bon, hein? Donc si on sépare encore une fois, on a la lithosphère, l'asténosphère en dessous, et dans la lithosphère, on a bien la croûte continentale jusqu'à 30 km, et de 30 à 120, on a le manteau. Mais le manteau solide. C'est la partie supérieure du manteau supérieur, en fait. Donc la lithosphère, c'est la croûte continentale et la partie supérieure du manteau supérieur. Et l'ensemble des deux forme la lithosphère continentale. C'est bon? Et en dessous, de 120 à 200 à peu près, on a toujours le manteau, donc toujours de la péridotite en fait, mais on a une zone qui est moins visqueuse. Voilà, tout simplement. Et sous les océans maintenant? Eh bien, de 0 à 90 km, donc 0 jusqu'à 90, on a une structure rigide. Et de 90 à 240 à peu près, on a une structure moins rigide. Donc structure rigide, de 0 à 90, la lithosphère océanique. Et en dessous, de 90 à 240, l'asténosphère. Et dans la lithosphère océanique, il y a la croûte océanique qui fait une dizaine de kilomètres d'épaisseur. Et en dessous, on a le manteau, mais la partie supérieure du manteau supérieur qui est rigide. Et l'ensemble des deux forme la lithosphère océanique. Et en dessous, l'asténosphère. C'est bon? Alors, je vous donne des valeurs de profondeur, mais attention, il faut faire très attention. On a le modèle PREM, qu'on appelle le modèle PREM, etc. Et selon les manuels, les valeurs varient un peu. Alors, vous m'excuserez hein, si les valeurs ne sont pas exactement celles qui correspondent à vos documents et celles qui correspondent à la réalité. Moi, j'ai choisi un document. Je me base sur ce document. Mais il se peut qu'il y ait de légères variations, de légères erreurs, soit de ma part, soit de la part du document. Mais le document que j'ai devant moi me donne ces valeurs-là. Hein, j'ai essayé de choisir un document judicieux, relativement moderne, entre guillemets, et maintenant il peut y avoir des différences. Hein, ça, il faut bien appuyer sur cette... j'insiste bien sur cette remarque, entre guillemets. Bon, voilà, vous avez compris hein, lithosphère, asténosphère, tout à l'heure on avait dit lithosphère, asténosphère. Que représentent ces deux mots en relation avec la structure du globe? On avait dit comment caractériser la lithosphère et l'asténosphère à l'aide des ondes sismiques. Eh bien, on a compris hein, que c'est bien la vitesse des ondes sismiques dans des milieux en profondeur qui font qu'on a bien compris ce qui se passait. Alors évidemment, pour comprendre la vitesse des ondes, après, vous allez me dire, mais comment est-ce que l'on sait que ces ondes vont à ces vitesses-là? Bien, parce qu'on recueille des valeurs à partir de sismogrammes et puis d'autres techniques modernes qui font qu'on sait que c'est comme ça. Voilà, vous devez l'admettre pour l'instant, hein, vous êtes en première spé et on ne peut pas tout expliquer. Donc, quel renseignement nous apporte la modélisation de la propagation des ondes à différentes températures? Parce que tout à l'heure, on a dit, on a raisonné par rapport à la densité des roches avec telle ou telle vitesse selon la densité des roches. Mais on sait bien que lorsque l'on s'enfonce vers la profondeur, la température augmente. Si on va de la profondeur vers la surface, la température diminue. Si on part du noyau pour traverser le manteau, pour traverser la croûte, pour arriver à une roche volcanique qui va venir en surface, ça veut bien dire que ce chaud qui est en surface vient de la profondeur. Donc ça veut dire qu'il y a une évacuation de la chaleur, en fait,
qui est en profondeur vers la surface. Bon, on verra ça dans d'autres cours. Mais si on raisonne également par rapport à la vitesse des ondes, eh bien, plus le milieu est froid, plus les ondes vont accélérer. Plus le milieu est chaud, plus les ondes vont ralentir. Et on se servira de cette remarque-là dans le cas de l'étude des températures à l'intérieur du globe, donc de la vitesse relative des ondes, en fait, par des méthodes, par ce que l'on appelle la tomographie sismique. Ça veut dire qu'on envoie des ondes, ou simplement on recueille des ondes à tel ou tel endroit dans le sismomètre, admettons, sismogramme, bon. Et puis on se dit, à telle profondeur, la vitesse des ondes a accéléré. Donc ça veut dire qu'on passait d'un milieu chaud à un milieu plus froid, et vice-versa. Bien là, on se dit, mais quel renseignement nous apporte la modélisation de la propagation des ondes à différentes températures? À ce moment-là, ça voudrait dire qu'on raisonne non seulement sur la densité des roches, mais également sur la température. Et ces valeurs relatives que l'on va pouvoir recueillir concernant la structure, concernant ces ondes, en fait, en relation avec la température ou en relation en plus avec la densité, eh bien, va nous permettre de mieux affiner la structure du globe en profondeur. Donc c'est pour ça que, entre autres, je vous dis, mais quels renseignements vont nous apporter les valeurs de température en profondeur? Bon. Et on va prendre simplement un exemple de résultat. Et je vous ai dit que plus la température baisse, plus la vitesse augmente. C'est une affirmation gratuite. Eh bien, si on fait une expérience, on prend une pâte quelconque, une pâte spéciale que vous ferez en laboratoire peut-être, et puis on essaie de mesurer la vitesse des ondes dans cette pâte. Imaginons vous prenez de la pâte à modeler, et puis vous la mettez à moins 5 degrés. Alors comme la pâte à modeler c'est mou, ce mou en fait c'est dû à de l'eau. L'eau qui rend la matière non rigide, plutôt molle. Vous pouvez écraser la pâte à modeler, la modeler. C'est pour ça qu'on appelle la pâte à modeler. La pâte à modeler. Bon, bref. Si on regarde la vitesse des ondes dans la pâte à modeler à moins 5 degrés Celsius, on a une vitesse de 9,8 mètres par seconde. Donc c'est la vitesse d'une onde. Donc il y a une expérimentation assistée par ordinateur qui peut être faite. Vous passez maintenant la pâte à modeler à 0 degré. Vous mesurez la vitesse des ondes et c'est 7,2. Donc ça veut dire de moins 5 à 0 degrés Celsius, vous avez bien augmenté la température. C'est plus chaud. Et la vitesse passe de 9,8 à 7,2. Donc ça veut dire automatiquement que lorsque la température s'échauffe, la vitesse des ondes diminue. Vérification, en mettant la pâte à modeler à 10 degrés, plus 10, la vitesse baisse à 5. Donc on passe de 7 à 5. Et puis lorsque l'on monte la température à 20 degrés de la pâte à modeler, la vitesse diminue encore et passe à 3,5. Donc là, si vous vous amusez à faire le graphique, eh bien vous voyez bien que plus la température augmente, plus la vitesse des ondes diminue. Donc ça, c'est important à savoir également, notamment lorsque l'on va étudier le modèle de la structure du globe, basé sur la tomographie sismique. Donc plus la vitesse baisse, plus la température baisse, plus la vitesse augmente. Et plus la température augmente, plus la vitesse baisse. Alors vous allez me dire, je n'y comprends plus rien, parce que lorsque l'on va vers la profondeur, la densité augmente, la vitesse des ondes augmente, et d'autre part, je vous dis, plus la température augmente, plus la vitesse baisse, et vous allez me dire, mais la température de la Terre en profondeur, elle augmente. Alors pourquoi vous nous dites que la vitesse va baisser? Bien parce qu'il faut mesurer des valeurs relatives. Simplement. Voilà, selon qu'il y a ou non augmentation de température, il y a automatiquement en parallèle la vitesse des ondes qui va suivre selon la densité. Et les valeurs relatives vont vous donner globalement une vitesse
croissante de la surface vers la profondeur de la Terre. Parce qu'il n'y a pas un équilibre parfait entre la vitesse qui se propage selon une densité précise et selon une température précise qui pourrait annuler cette vitesse. Ça voudrait dire que les ondes, à un moment donné, s'il y avait un équilibre parfait entre les deux vitesses compensées par telle température ou telle densité, ça voudrait dire qu'on n'a plus rien du tout, on n'a plus de vitesse. Bon, ça peut exister dans certains cas, évidemment, dans des limites, à des limites. Bon, mais alors, je ne parle pas des discontinuités, attention, mais limites de valeur entre certaines densités et certaines températures. Bon, bref, c'est une parenthèse. Donc, si nous raisonnons pour comprendre ce qui se passe au niveau de la LVZ, tout à l'heure on a dit, il y a une moindre viscosité, moins de viscosité au niveau de la LVZ, zone où il y a un ralentissement de la vitesse des ondes sismiques. Eh bien, là on comprend que puisque la vitesse diminue lorsque la température augmente, eh bien, ça veut dire que dans cette LVZ, la température augmente. Peut-être. Et ce qui expliquerait que pour une même roche, donc même densité, c'est cette fois-ci non plus la densité qui va jouer son rôle, enfin si, mais parce que la densité diminue lorsque la température augmente. Donc ça veut dire que les vitesses des ondes diminuent parce que la température augmente, et parce que la température augmente, la densité diminue. Et donc les ondes vont moins vite. Ça me fait rire. Donc, si nous raisonnons pour comprendre ce qui se passe au niveau de la LVZ, on peut faire l'hypothèse d'une augmentation de température, puis les vitesses diminuent dans cette zone moins rigide, simplement par fusion des matériaux qui sont en place, c'est-à-dire fusion de la péridotite, tout simplement. Ah, vous allez me dire. Bon, alors on continue. Ah, vous me faites rire. Bon, parce que je vous imagine en fait, j'imagine vos têtes. Alors, autre chose, mais toujours en relation avec la structure, en fait, on va dégager un autre problème qui sera également très étrange et très bizarre et que nous allons essayer de résoudre ensemble. Donc on est toujours dans cette structure supérieure du globe terrestre, jusqu'à à peu près 300 km de profondeur. On pourra même descendre jusqu'à un petit peu plus, jusqu'à 700 km de profondeur. Bon, donc là, vous voyez, on passe de 300 à 700. On essaie de comprendre un petit peu, d'affiner un petit peu ce qui se passe. Alors, donc un phénomène étrange au voisinage d'une fosse océanique. Vous vous souvenez que les fosses océaniques peuvent être très très profondes. On peut aller jusqu'à moins 11 km à peu près, c'est énorme. Bon. Alors, on trouve des séismes jusqu'à 200 km de profondeur sous la lithosphère continentale, dont l'épaisseur est de 120 km. Vous voyez le problème? Qu'est-ce qu'on a dit concernant un séisme? C'est quoi un séisme? C'est une rupture de roche cassante. La lithosphère, elle est rigide. Donc dans cette lithosphère, vous avez des roches cassantes rigides. On peut avoir des séismes. Et concernant la lithosphère continentale, on a dit on va jusqu'à combien à peu près? On vous avait dit exactement, lithosphère continentale, on va jusqu'à à peu près 120 km. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème, on peut avoir des séismes qui se répercutent en surface, etc. Bon. Mais là, on dit on peut avoir des séismes jusqu'à 200 km de profondeur. Donc entre 120 et 200, on n'a plus la lithosphère rigide, puisque on entre dans l'asténosphère. Or, comme il y a moins de viscosité dans l'asténosphère, on ne devrait pas avoir de séisme, puisque les séismes sont des ruptures brutales de roches solides. Donc on ne devrait pas. Et pourtant, il y en a.
Alors, comment est-ce que vous allez expliquer ce paradoxe, qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure? Les séismes ont bien lieu dans des roches rigides. Et comment expliquer ce paradoxe qu'il y aurait des ruptures de roches dans la sténosphère? Il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement. Bon. Alors, en effet, si nous prenons l'exemple du Mexique, alors prenez une carte évidemment, vous pouvez étudier ça sur Sismologue avec votre enseignant également. Bon. Donc si nous prenons par exemple, l'exemple du Mexique qui est situé entre l'océan Pacifique et le golfe du Mexique, une coupe avec Sismologue par exemple, ou sur un manuel, prenez votre manuel si vous voulez, moi je travaille à l'aide d'un manuel précis, à vous de le trouver. Donc une coupe nous montre des séismes superficiels, alors c'est bon, superficiels en surface, une certaine épaisseur quand même de la lithosphère. Ensuite intermédiaire, donc séisme intermédiaire et séisme profond. Et là, c'est là où il y a le problème entre ces séismes intermédiaires et ces séismes profonds, parce que on comprend bien qu'on peut avoir des séismes superficiels et intermédiaires, mais fin d'intermédiaire et profond, il y a un problème, parce qu'on rentre dans la sténosphère. Bon. Donc, comment expliquer la présence de séismes profonds dans une zone censée être moins rigide, c'est-à-dire beaucoup plus ductile, c'est-à-dire entrer dans la LVZ? Eh bien, la réponse est dans l'interprétation de ce que je vais vous dire après. Il faut comprendre que, je répète, que pourquoi ces séismes à plus de 120 km sous la lithosphère continentale? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien, vous pouvez réaliser une coupe entre l'océan Pacifique et la bordure au niveau du Mexique et la bordure de l'océan. Vous pouvez réaliser une coupe du Mexique, donc une coupe entre l'océan Pacifique et sa bordure, et il faut veiller à ce que la coupe soit perpendiculaire au trait de côte. Et là, vous allez pouvoir avoir la coupe que j'ai devant moi. Et vous allez visualiser des reliefs, en particulier la fosse océanique, donc relief de la fosse océanique qui va en profondeur, mais ça fait un léger petit creux, bizarre entre la croûte continentale et la croûte océanique, entre le continent et l'océan, il y a une espèce de petit creux, et c'est à cet endroit qu'il y a la fosse océanique. Donc vous allez pouvoir visualiser des reliefs, en particulier la fosse océanique, et la position des foyers sismiques, donc au niveau des hypocentres évidemment, en fonction de la profondeur. Et vous allez pouvoir évaluer l'épaisseur de la couche dans laquelle se situent les foyers sismiques. Donc c'est une couche qui est constituée de roches rigides et cassantes. Donc ça veut dire qu'il y a dans cette zone profonde des séismes, et ça veut dire qu'il y a quelque chose de cassant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc vous voyez bien que si je reprends la coupe, en fait, donc on a en partant de 0, donc à la surface, si on part de 0, on va jusqu'à 500 et 1000 km de distance, en fait, on a bien le niveau de la mer, on est bien dans l'océan Pacifique, on a l'océan, on a la fosse océanique, on a le Mexique, on a des volcans explosifs, puis on a le golfe du Mexique. Bon, une fois que vous avez compris ça, et si vous avez fait la coupe à l'aide de sismologue, vous voyez bien que il y a, pas très loin de la fosse océanique, mais en profondeur, il y a ces fameux séismes. Et on a ces séismes qui se prolongent, qui se répercutent vers la profondeur dans des endroits profonds. Et à l'aplomb de certains séismes, on voit qu'il y a un volcanisme explosif. Alors pourquoi la relation entre les séismes et puis les volcans, on verra ça plus tard. Mais il faut retenir aussi qu'il y a un volcanisme explosif entre le Mexique et le golfe du Mexique. Bon, ça on verra plus tard. Maintenant, essayons d'interpréter, de comprendre pourquoi on se retrouve avec des séismes profonds, jusqu'à 200 km de profondeur, alors qu'on est dans la sténosphère. Eh bien, voici la réponse. Vous avez un schéma, que vous pouvez avoir devant vous, à l'aide de votre manuel, un schéma interprétatif, où vous voyez qu'une croûte océanique,
donc une lithosphère océanique, en fait, va s'enfoncer sous la lithosphère continentale. Et à mesure qu'elle s'enfonce, cette lithosphère océanique rigide, eh bien, elle s'enfonce de plus en plus jusqu'à atteindre à un moment donné la sténosphère. Donc ça veut dire que la croûte, enfin la lithosphère océanique, c'est-à-dire constituée par la croûte océanique et la partie supérieure du manteau supérieur rigide, donc, et qui flotte entre guillemets, hein, ça flotte pas, mais ça se déplace sous la sténosphère, côté océanique, eh bien cette lithosphère océanique s'enfonce en oblique sous la lithosphère continentale et puis arrive dans la lithosphère océanique. Et ce sont les contraintes en fait qui se passent jusqu'à 200 km de profondeur et au-delà, puisque la lithosphère océanique, donc la plaque océanique en fait, puisqu'elle s'enfonce de plus en plus, elle va aller au-delà de 700 km de profondeur. Bon, alors là, il y aura des zones de fusion, etc. Et justement, zone de fusion, lors de l'enfoncement de cette plaque océanique, va permettre de comprendre pourquoi il y a des séismes, des volcans explosifs à certains endroits. Bon, parce que cette matière en fusion de la lithosphère océanique à une certaine profondeur, cette fusion va faire que du matériel va remonter en surface, puis va aller s'épancher de manière explosive à l'extérieur. Bon, bref, ça c'est une parenthèse, on verra ça plus tard. Concrètement, vous avez la lithosphère océanique qui se déplace. Donc elle se déplace. Et là, par là, vous avez la lithosphère continentale. Donc vous avez lithosphère océanique, lithosphère continentale. La lithosphère océanique est plus lourde que la lithosphère continentale, pour X raisons. Donc elle a tendance, à un moment donné, il va y avoir une friction entre les deux. Donc il y a un blocage entre les deux ici, il y a une confrontation, et la lithosphère océanique va passer sous la lithosphère continentale. Et sous la lithosphère continentale, il y a bien la LVZ. Donc la croûte s'enfonce de plus en plus, et va atteindre la sténosphère. Et les contraintes dans cette plaque lithosphérique qui s'enfonce, qu'on appelle la plaque des Cocos, eh bien, il y a des tensions extrêmes entre la surface à l'aplomb, en fait, en profondeur de la fosse océanique, et puis jusqu'à 200 km de profondeur et au-delà, il y a des tensions, il y a des ruptures il y a des libérations de ces tensions qui créent des séismes en profondeur. Donc c'est pour ça, c'est de cette façon qu'on explique que, en fait, on est dans la sténosphère, il y a des séismes, mais les séismes n'ont pas lieu au sein des roches, entre guillemets, de la sténosphère qui est moins rigide, mais bien au sein de la lithosphère océanique, parce qu'il y a des contraintes sur quelque chose qui est rigide et qui libère brusquement cette tension pour provoquer des séismes en profondeur. Et c'est de cette façon qu'on explique les séismes superficiels, intermédiaires et profonds. Parce qu'il y a une plaque qui passe sous une autre plaque et s'enfonce dans la sténosphère, et on appelle ça une zone de subduction. Terme important à connaître. Bon, je répète, mais la plaque des Cocos s'enfonce sous la plaque lithosphérique continentale nord-américaine. Donc, la plaque des Cocos, la lithosphère en fait, plaque lithosphérique des Cocos, s'enfonce sur la plaque nord-américaine. Et on arrive à comprendre pourquoi des structures rigides s'enfoncent en profondeur pour provoquer des séismes. Donc ça veut dire qu'en fait, dans une zone de subduction, la plaque s'enfonce toujours. Elle est comme attirée vers la profondeur. Donc ça veut dire qu'en surface, ça se déplace aussi. Il y a un déplacement également. Alors, on explique le fort risque. Alors je vais répéter de manière plus cadrée, peut-être, moins passionnée. Les géophysiciens nous expliquent qu'il y a un fort risque sismique
au niveau des fosses océaniques parce qu'il y a un contexte géodynamique un peu spécial, un peu particulier, que l'on qualifie de subduction. C'est une zone de subduction. C'est une zone de subduction. Important à connaître. Donc la plaque océanique, constituée d'un ensemble de roches rigides, appelée lithosphère, va s'enfoncer, donc là dans ce cas-là c'est la lithosphère océanique évidemment, va s'enfoncer sous la plaque continentale, à l'intérieur d'une couche, au comportement qui est plus ductile et que l'on appelle la LVZ, c'est l'asténosphère en fait. Donc des séismes résultent principalement de certaines contraintes qui vont s'accumuler à l'intérieur de cette lithosphère cassante et rigide que représente cette plaque lithosphérique océanique plongeante. Autrement dit, la plaque océanique des Cocos va plonger d'abord sous la plaque continentale. Alors ça c'était dans le passé, il y a quelques millions d'années, avant qu'il y ait confrontation entre les deux, il n'y avait pas de confrontation. Et à un moment donné, donc, il y a eu d'abord la plaque continentale, donc elle plongeait d'abord, enfin cette plaque des Cocos plongeait d'abord sous la plaque continentale nord-américaine, avant de s'enfoncer dans l'asténosphère moins rigide. Bon, c'est comme je vous avais expliqué, mais je répète un peu. À mesure que la plaque océanique s'enfonce, d'énormes tensions vont finir par provoquer des ruptures de roches solides, ce qui entraîne des séismes superficiels, intermédiaires et profonds. Donc de très nombreux séismes. À noter que la présence des volcanismes explosifs au niveau du Mexique s'explique par la fusion de matériaux lithosphériques de la plaque plongeante, donc de la plaque des Cocos, profondément et à l'aplomb du lieu de fusion en profondeur au niveau de cette plaque des Cocos. Mais bon, ça, j'anticipe un petit peu ce que l'on va étudier un petit peu plus tard. Bon, j'espère que vous avez globalement compris les choses. Je vais peut-être répéter encore un peu les choses. Si on résume, mais de manière un peu détaillée, le comportement mécanique du manteau permet de distinguer la lithosphère de l'asténosphère. Les études sismologiques montrent les différences d'épaisseur entre la lithosphère océanique et la lithosphère continentale. Donc tout ça, on l'a bien mis en évidence. L'étude des séismes au voisinage des fosses océaniques permet de différencier le comportement d'une lithosphère cassante par rapport à une asténosphère beaucoup plus ductile. Bon. Donc, on a bien construit un modèle en couche concentrique qui était basé sur des milieux de composition différentes, séparés par des discontinuités sismiques, entre guillemets. C'est-à-dire discontinuité entre la croûte et le manteau d'une part, qu'on appelait le moho, discontinuité entre le manteau et le noyau, d'autre part. Donc, nous avons construit un modèle. Mais ce que l'on a vu aujourd'hui a permis de construire un autre modèle qui était basé sur le comportement des matériaux et qui avait permis de comprendre qu'en fait, en profondeur, on a bien une lithosphère, soit continentale, soit océanique, avec en dessous une asténosphère. Donc il ne faut surtout pas mélanger les deux modèles, entre le premier modèle où on a mis en évidence les discontinuités, donc croûte, manteau, noyau, et pas mélanger avec la lithosphère et l'asténosphère. Lithosphère, c'est la croûte plus une partie du manteau, et l'asténosphère, c'est qu'une seule partie du manteau, moins rigide évidemment. Donc on a mis en évidence une zone de faible vitesse, des ondes sismiques, qui étaient situées dans le manteau et qui ont permis de soulever la problématique à quoi est dû ce ralentissement des ondes sismiques en fait. Ralentissement, on l'a expliqué, diminution de température, parce qu'il y a et donc en conséquence diminution de la densité des roches, et donc un ralentissement des ondes sismiques. Donc on a bien, vous avez pu mettre en avant, on a pu mettre en avant un modèle analogique pour mettre en relation
la température avec la rigidité d'un matériau par rapport à la vitesse sismique. Hein, on a dit que plus le milieu devient froid et plus la vitesse augmente. Hein, on verra, on en reparlera lorsqu'on étudiera la tomographie sismique. Donc on a fait une hypothèse, mais on a essayé de répondre que la zone de faible vitesse serait due à une moindre rigidité des matériaux du manteau, puisque la température s'élève. Donc ça veut dire que les vitesses des ondes sismiques diminuent. Donc c'était l'étude en plus, donc ce que l'on a fait au niveau des fosses océaniques. Donc on a pu montrer que on a un milieu rigide au comportement cassant. Il y a de nombreux séismes qui se propagent, enfin qui ont lieu en profondeur, mais en profondeur, ça veut dire superficiellement, dans des zones intermédiaires et dans des zones profondes. Et là, on a bien mis en évidence le fait qu'il y avait la plongée d'une plaque lithosphérique océanique sous une plaque lithosphérique continentale avec un enfoncement dans la sténosphère. Bon, donc on a vu que est-ce qu'il faut répéter encore les choses, hein. Moi je crois que vous avez bien compris, hein, que ce problème de structure de la Terre, eh bien, il est résolu en partie grâce à l'étude des ondes sismiques, qui représente bien un outil qui a permis, et je résume dans un autre cours, de mettre en évidence la présence d'une croûte, d'un manteau et d'un noyau, avec des roches différentes, puisque dans la croûte continentale, on avait le granit, en dessous on avait le moho, puis encore en dessous on a, donc le moho c'est une discontinuité majeure, en dessous on a la roche du manteau que l'on appelle la péridotite, puis ensuite on a le noyau externe qui est essentiellement ferreux, donc avec une certaine densité importante, mais qui est liquide, et ensuite on a la granite. Et d'autre part, on a la lithosphère, enfin la croûte océanique, faite de basalte, avec en dessous, on a bien du gabbro. En dessous encore, on a le moho, la discontinuité, le moho, que l'on appelle le moho. Et en dessous, on a bien toujours ce manteau constitué de péridotite. Puis ensuite, on a le noyau externe, puis la granite. Bon. Mais au niveau de cette superficie, d'une certaine zone, on a la croûte, le manteau, mais on a la lithosphère, une lithosphère qui est rigide, donc soit continentale, soit océanique, constituée par une croûte, par exemple continentale, avec en dessous la partie rigide, une partie rigide du manteau. L'ensemble des deux forme la lithosphère continentale. En dessous, on a asténosphère, et la lithosphère se déplace sur la sténosphère. Asténosphère ici, lithosphère se déplace. Et si on a la lithosphère, alors tout à l'heure j'ai pris continentale, maintenant océanique, ça veut dire on a la croûte océanique, une partie rigide du manteau, l'ensemble des deux forme la lithosphère océanique, qui va pouvoir se déplacer sur l'asténosphère, qui fait partie du manteau. Voilà. Donc on a détaillé de manière plus subtile, plus fine, en fait, cette structure de la Terre, grâce à des outils, les ondes sismiques, d'une part, notamment à la vitesse des ondes sismiques dans certaines roches, vitesse qui ralentissent ou accélèrent, et qui dépendent également de la température des matériaux traversés. Plus la température augmente, plus la vitesse diminue. Plus la température diminue, plus la vitesse augmente. Donc on joue sur tous ces paramètres pour arriver à construire un modèle de la structure du globe qui est de plus en plus affiné. Lithosphère, asténosphère, on a compris. Le cours est terminé. Merci. Wow, il était long ce cours.